par une citation que vous connaissez tous. On est ce qu'on mange. Et aujourd'hui, comme vous le savez, on s'intéresse beaucoup à la nutrition comme je dirais, un facteur essentiel dans la prise en charge holistique de toutes les pathologies. D'où l'intérêt ce soir de vous parler de la nutrition chez le patient diabétique. Et donc, l'objectif de ce webinaire, c'est bien sûr de vraiment relier la science, les recommandations à ce que vous vivez tous les jours par rapport à vos patients, notamment alors les défis quotidiens, au quotidien. Donc, nous avons deux intervenants. Alors, docteur Amin El-Ghesmi, qui nous vient de France. Je laisserai par la suite la parole à Madame Tchazimenti de le présenter, parce qu'il a un CV quand même qui est très long, je n'arrive pas à le retenir, mais on va le faire très court. Et nous avons aussi avec nous, pour débattre ce sujet, alors docteur Ismaël Tiazi, qui est alors l'incontournable, donc on le connaît tous. Mais avant de terminer ce j'aimerais bien présenter notre directeur général, qui est alors Adil Benderzel. Donc, je vous laisse dire un petit mot par rapport à notre audience. Je suis le directeur général du pôle santé du groupe Dislog. Je pense que pas mal de personnes dans la salle connaissent très bien le groupe. Juste brièvement, le pôle santé du groupe Dislog, il y a pratiquement 3 ans, on n'existait pas dans la santé. On a démarré une aventure avec Riyad il y a à peu près moins de 3 ans. Aujourd'hui, on peut dire que nous sommes parmi les 10 premiers laboratoires pharmaceutiques au Maroc, avec plus de 9 entreprises qui opèrent dans les différents domaines de la santé, que ce soit la partie dermocosmétique, le médicament qui est objet de notre réunion d'aujourd'hui, et aussi les dispositifs médicaux. Donc, personnellement, je suis très ravi et très content d'être parmi vous, très honoré d'être associé à des réunions de ce genre. Et je vous souhaite une très bonne webinaire qui, bien entendu, ne sera pas la dernière. Donc, il y aura d'autres thématiques selon les besoins que vous allez exprimer. Pour une fois, ravi et très heureux d'être parmi vous. Merci. Bonsoir à tous et merci d'être là. Donc, je me présente Tajma Tissel, euh, cofondatrice de l'association SOMNA, la Société marocaine de micronutrition nutrigénétique appliquée. Et on est ravis aujourd'hui d'être partenaire du groupe Dislog et Steli Pharma, bien sûr. Dans le cadre de notre futur congrès, on vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure. En tant que partenaire, on est ravis de vous présenter aussi tout le travail qu'on fait dans la micronutrition. Je ne vais pas être plus longue, je vais donner la parole donc à Dr Ismaël Tazi et une présentation très brève de Amin Ghesmi. Certaines personnes le connaissent déjà, il intervient énormément dans les tables rondes et les congrès. Donc, il est physiologiste, nutritionniste et en même temps président de la Société francophone de micronutrition et nutrigénétique appliquée. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Dr Ismaël Tazi. C'est une thématique qui est passionnante et bienvenue encore une fois et vous parmi nous aussi nombreux dans la mesure où on a pas mal de personnes, énormément de personnes en ligne et aussi en présentiel. Eh ben, bonsoir tout le monde, ceux qui sont là sur Zoom. Hein. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous. En fait, vous m'avez confié une mission très, très délicate, c'est de parler de la
nutrition chez le patient diabétique. C'est impossible de faire ça en 30 minutes ou 15 minutes. C'est vraiment impossible. Mais je vais essayer de vous donner un petit peu les grandes lignes. C'est pour ça que j'ai parlé du schéma alimentaire. C'est un schéma qu'on va proposer à nos patients diabétiques en général. En fait, on a souvent l'habitude, je suis désolé de le dire de cette manière, quand on reçoit nos patients diabétiques en consultation, bien sûr, on va les examiner, faire tout ce qu'il faut, proposer une thérapeutique, et on leur dit, faites le régime. C'est quoi le régime? Sur quelle base? Au pire, qu'est-ce qu'on fait? On va arracher une feuille où c'est écrit en vert, manger à volonté, orange avec modération, en rouge, c'est strictement interdit. Déjà, toutes ces feuilles sont fausses, hein. Il y a énormément d'erreurs dans ces feuilles. Il faut savoir ce que vous donnez, ce que vous remettez à vos patients. Il y a beaucoup d'erreurs sur ces feuilles, donc ça, c'est un premier point, et ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Un patient diabétique est un patient qui, bien sûr, doit manger en fonction de ses besoins. Et c'est mon message aujourd'hui. Le patient, bien sûr, en général, bon, j'espère que ça doit marcher. Alors, juste pour, alors, juste pour défiler. Alors, parfait. C'est bon. Alors, donc, juste un petit rappel, ça vous connaissez tous par cœur, c'est le BABA de la nutrition, c'est les substrats énergétiques, les glucides, les lipides et les protéines. Et en général, quand on va proposer des mesures hygiéno-diététiques à un patient, il faut qu'il y ait un équilibre entre tout ce qui est glucides, tout ce qui est lipides et tout ce qui est protéines. Vous savez que les lipides et les glucides sont là pour un besoin énergétique, ça va apporter de l'énergie. Les protéines sont là pour un besoin plastique. C'est ce qui va faire le muscle de vos patients. Les apports nutritionnels. Quand vous décidez de mettre, bien sûr, de donner une hygiène de vie, de proposer une hygiène de vie à votre patient diabétique, attention, pas tous les patients ne sont pas tous pareils. Les besoins en énergie vont dépendre d'énormément de choses. De l'âge du patient, du sexe, du type du diabète. Un diabétique de type 1, ce n'est pas la même chose qu'un diabétique de type 2. Un diabétique de type 1, il a un poids normal. Et nous lui proposons la même chose qu'un diabétique de type 2. Le diabétique de type 2, il est dans la résistance à l'insuline, il est dans le surpoids. Donc, ses besoins énergétiques sont différents en fonction de l'activité du patient, des complications, qu'elles soient macrovasculaires. Donc, chaque patient est un patient. Donc, on ne peut pas traiter tous les patients de la même manière. C'est pour cela que les apports il faut, si j'ai un message aujourd'hui à faire passer, c'est un seul. Pensez à mesurer, à calculer les dépenses énergétiques de vos patients. Vous savez, il y a des logiciels, c'est vrai, ils ne sont pas performants, mais il y a des logiciels sur Google, ça vous prenait 3 secondes, ça vous prend 3 secondes. Vous entrez certains paramètres et ça va vous donner la dépense énergétique de repos et la dépense énergétique totale de votre patient. Pourquoi c'est important? Parce qu'on a l'habitude de remettre des menus à nos patients, 50 grammes de pain, 40 grammes de pain, 30 grammes de viande. Ça ne veut absolument rien dire. Vous mettez vos patients à des besoins, à des menus où le niveau kilocalorique est inférieur à sa dépense énergétique de repos. Donc, comment il va vivre? Comment il va respirer? Comment son cœur va fonctionner? Son cerveau va fonctionner? C'est impossible. D'accord? Donc, c'est normal qu'il va être fatigué, il va tout jeûner. Donc, pensez à calculer la dépense énergétique de repos de vos patients, sa dépense énergétique totale, et vous allez lui proposer un menu en fonction de ses besoins. Si vous avez un patient qui a bien sûr un poids normal, c'est-à-dire un IMC inférieur à 25, ses apports énergétiques sont identiques à un patient qui n'est pas diabétique. S'il doit manger 2400, je dois lui donner 2400 kilocalories. Ça, c'est très important. C'est la répartition. Et dans ces besoin en kilocalories, il faut respecter l'apport en glucides, en lipides et en protéines. La seule différence entre un sujet non diabétique et un sujet diabétique, c'est que chez le sujet diabétique, on doit supprimer, il n'y a pas chouïa, on doit supprimer les sucres rapides de son alimentation. Quelqu'un qui est en surpoids, il y a une méthode simple que j'ai appris de mon maître. Bien sûr, c'est quelqu'un qui est en surpoids, donc il y a une IMC entre 25 et 29,9, je vais enlever 500 kilocalories à ses apports énergétiques, à sa dépense énergétique totale. Quelqu'un qui est obèse, là c'est différent, donc quelqu'un qui est obèse,
En général, il faut réduire les apports énergétiques de 25 à 40%. Et là, on va modifier un petit peu ces substrats, les protéines, les lipides et les glucides. Ça va être différent. On va réduire un petit peu les glucides au dépend des protéines. Ce n'est pas que je dis que je vais favoriser un repas hyperprotéinique, mais pour, bien sûr, pouvoir réduire les glucides et garder un apport énergétique total qui respecte les besoins de ce patient. Aussi, on oublie qu'un diabétique de type 1, ce n'est pas la même chose qu'un diabétique de type 2. Un diabétique de type 1 au Maroc, malheureusement, on a encore des patients traités par des insulines humaines. Et quand on a des insulines humaines, attention, le risque hypoglycémique à distance du repas est important. Donc là, ces patients-là, je peux leur proposer une collation pour éviter, bien sûr, ces hypoglycémies. Les patients qui sont sous traitement basal-bolus, je parle des diabétiques de type 1, on a encore qui sont sous basal-bolus avec des insulines humaines. Là aussi, avec les insulines humaines, il y a un risque hypoglycémique à distance du repas. Donc, on va leur proposer des mesures hygiéniques avec petit déjeuner, déjeuner, dîner, et on va leur proposer des collations. Alors, maintenant, si vous avez les analogues lents, les analogues rapides, à quoi servent ces collations? C'est type 1. La collation n'a pas sa place. On a l'habitude de dire à nos patients, mange quelque chose à 10 heures, mange quelque chose à 16 heures. C'est n'importe quoi. On copie ce qu'on fait au diabétique de type 2. Alors que non, un diabétique de type 1, il a besoin de 3 repas. Il est sous schéma basal bolus. Il n'y a pas de risque hypoglycémique. Donc là, je vais lui proposer une alimentation en 3 prises. Ça, c'est très important. Alors, le diabétique de type 2, lui, il est en surpoids. Lui, je dois éviter les sucres, bien sûr, les sucres au maximum. Donc, les mesures hygiéno-diététiques sont souvent basées sur des repas hypocaloriques. Le diabétique de type 1, il est normocalorique, juste la répartition des glucides rapides vont être supprimés. Alors que le patient diabétique de type 2, en général, il va tourner aux alentours de 1600 kilocalories. Alors, si je dépasse 1600 kilocalories, je peux là proposer des collations. Pourquoi ces collations? Pour réduire la charge en sucre au niveau des repas. Un autre point, on va proposer une alimentation en fonction des antidiabétiques oraux qu'on utilise. Quand vous utilisez des médicaments qui ne peuvent pas donner d'hypoglycémie, donc il n'y a pas de risque hypoglycémique, vous pouvez vous en passer de ces collations. Alors que si vous donnez des médicaments qui peuvent donner des hypoglycémies, là, attention à ce qu'on peut proposer des collations. Donc vous avez vu que le schéma alimentaire d'un patient va dépendre de son type de diabète et aussi il va dépendre de quelle thérapeutique, quel traitement il prend. Donc ça, c'est des messages qu'il faut faire passer. La collation, il n'y a pas de consensus. Là, il n'y a pas de consensus pour dire qu'il faut obligatoirement donner une collation au type 1, au type 2. Pour les collations, il y a le positif. Quel est le positif? C'est on va réduire chaque calorie. Comme si, bien sûr, sur un menu, je dis au hasard, de 2000 kilocalories, donc si je répartis en petit déjeuner, déjeuner, dîner, ça veut dire que le petit déjeuner, il va y avoir la charge glycémique élevée. Je vais la réduire et donner une collation à 10 heures. Pour respecter mon apport énergétique journalier, je vais déplacer cet apport, bien sûr, vers 10 heures et un autre apport vers 16h, 17h. Donc ça, c'est le positif. Le positif aussi, c'est que ça va éviter ces hyperglycémies postprandiales et ça va répondre à cette tendance malheureusement actuelle de grignotage. Ah, et c'est quand je prends mon goûter. Alors là, c'est devenu, au Maroc, le goûter est devenu un repas principal. C'est malheureux. D'accord? Donc, notre cerveau, il n'est pas fait pour aller, pour bien sûr brûler ces calories-là. Donc, ces calories, il va le stocker. Donc, on doit on va se rallier à cette tendance au grignotage. Le négatif, c'est que manger trop, c'est délétère pour la bouche, c'est délétère pour la santé. Et bien sûr, en général, on ne va pas respecter ce qu'on nous a proposé. En général, on va vous dire, prenez une pomme, vous allez prendre la plus grosse. Prenez la moitié d'une banane, vous allez prendre celle qui fait 1 mètre. D'accord? Donc, on ne va jamais respecter ce qu'on nous a proposé pour la collation. Une collation, en général, ne doit pas dépasser les 100 kilocalories. Là, c'est juste un petit exemple de collation. Donc, une pomme, c'est une pomme moyenne, c'est à peu près 80 kilocalories. Et bien sûr, si vous allez faire des dessins
des crèmes de dessert, vous allez voir que le nombre de kilocalories va être beaucoup plus important. En pratique, et je finis là-dessus. Et retenez ça. Et ça, moi, c'est mon message numéro 2. Mon message numéro un, c'était quoi? Pensez à calculer la dépense énergétique de repos, la dépense énergétique totale. Réduisez les calories que vous voulez et établissez un menu sur la base de ces calories. Ce n'est pas tous les patients qui sont identiques. Et je me permets d'emprunter ces diapos de mon maître, de notre maître, le professeur Louis Monnier, qui dit que, bien sûr, la dépense énergétique d'un individu, elle va dépendre de l'âge, du sexe et de l'activité physique. Si je prends par exemple un homme, un sujet de sexe masculin, jeune, qui a une activité physique moyenne ou forte, ses besoins, c'est 2600 kilocalories. Et non, si cette personne-là, elle vient vous voir et vous lui dites, mangez 60 grammes de pain le matin, 60 grammes de pain à midi, 50 grammes de pain le soir, mangez une petite pomme à midi, un fruit à 16 heures, mangez 100 grammes de viande. Ça vous fait un menu à 1600. Alors que lui, il lui faut 2600. Comment voulez-vous qu'il vive, ce monsieur-là? Comment voulez-vous qu'il ait une activité physique, qu'il travaille, qu'il réfléchisse? Donc, attention, si par exemple j'enlève un élément de cette première ligne, c'est-à-dire ce masculin, je le rends féminin. Donc, j'ai deux, bien sûr, de la première ligne, ces deux critères de la première ligne, on doit donner 2400 kilocalories. Un critère de la ligne, de la ligne plus haut, c'est 2200. Si aucun de ces critères, en général, on ne doit pas descendre en dessous de 2000 kilocalories. Maintenant, le diabétique, en général, il faut un régime hypocalorique. Et on va partir sur la base de 1800 kilocalories. Un homme jeune ou adulte jeune, d'activité moyenne, on ne doit pas lui donner un menu moins de 1800 kilocalories. Sinon, il ne va jamais le suivre, il va se sentir fatigué. Si c'est une femme, regardez, j'enlève un critère de la ligne de haut, ça va descendre à 1600 kilocalories. Attention aux femmes enceintes qui, bien sûr, diabétiques ou qui font le diabète gestationnel. Attention si vous les mettez à des niveaux kilocaloriques en dessous de 1600. Alors là, c'est vraiment nocif pour elles et pour le cerveau fœtal, bien sûr. Et donc ça, c'est on enlève à chaque fois un critère de la ligne d'en haut et vous allez trouver le niveau de kilocalories qu'il vous proposez si jamais vous devez donner un régime hypocalorique. Et je vous remercie. Merci au docteur Tazi pour cette excellente présentation. Euh, alors je vais, moi, passer à la présentation. Voilà, très bien. Donc, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette conférence. Merci pour le groupe Dislog et Stéripharma pour l'invitation. Encore merci pour Dr Tazi pour cette très belle présentation donc, qui a englobé la partie diététique et la partie calcul de l'apport énergétique. Moi, je vais compléter cette conférence par des aspects micronutritionnels. Bien entendu, ça va être une courte intervention. C'est pour cela qu'on va résumer, on va essayer de résumer un peu tous ces aspects. Euh, petite présentation et une petite définition de ce que c'est que la micronutrition. Donc, pour résumer ça en deux mots, la micronutrition est un champ d'étude. Ça n'est pas une science, ça n'est pas une discipline, ça n'est pas un concept, c'est un champ d'étude sur lequel on a un certain nombre de connaissances scientifiques qui sont appliquées, un peu comme le sport aussi, qui est un champ d'étude et plein d'autres champs d'études. Donc, on parle ici de science de la micronutrition. Euh, donc, on utilise en micronutrition comme moyen
Micronutrition, comme son nom ne l'indique pas, c'est pas juste les micronutriments, les vitamines et les minéraux, les oligo-éléments et tout ça. Ça, c'était il y a 40 ans, 50 ans. Maintenant, la micronutrition englobe tout ce qui n'est pas médicament et tout ce qui n'est pas produit cosmétique. Tout le reste, c'est dans le champ d'étude de la micronutrition. Donc, vous avez les aliments, ce qui est diététique, nutritionnel, et vous avez dedans aussi ce qu'on appelle les extraits de plantes, les extraits de champignons médicinaux, avec des principes actifs, etc. On a des études cliniques, il y en a plein. Et puis, vous avez tout le reste, les vitamines, les minéraux, les acides gras, les acides aminés, et les probiotiques, les prébiotiques, et ainsi de suite. Donc, ça, ce sont les moyens qu'on utilise en micronutrition à la base. Donc, maintenant, on va passer à un autre sujet, ce qui nous intéresse, la résistance à l'insuline. On parle de diabète, n'est-ce pas? Donc, Dr Tazi avait déjà défini diabète type 1, diabète type 2. La résistance à l'insuline n'est pas le diabète. C'est le trouble métabolique qui, à terme, conduit au diabète. Donc, on peut être résistant à l'insuline sans être diabétique, ni prédiabétique. Donc, on voit ça dans des marqueurs comme par exemple l'insulinémie à jeun, les peptides à jeun, autres. Ça permet voilà, de voir jusqu'à quel point le pancréas est sollicité pour produire de l'insuline, donc jusqu'à quel point il y a une résistance à l'insuline. Donc, cette résistance à l'insuline est importante à la fois pour le diabétique, le prédiabétique et le non-diabétique, mais qui est résistant à l'insuline. Et en micronutrition, on prend en compte ce qu'on appelle des cibles métaboliques. Les cibles métaboliques, je les ai résumées ici. Vous avez donc la quantité et la vitesse d'absorption du sucre. En fait, tout ce qui est résistance à l'insuline, dans l'autre sens, la sensibilité à l'insuline, c'est l'interaction et l'équilibre entre ces différentes cibles. Donc, la quantité et la vitesse d'absorption des glucides. Donc, Dr Tézier en avait parlé par rapport au profil calorique. Donc, le fait, par exemple, de manger des fibres avec ces glucides, ben, il y a moins d'absorption, moins de vitesse d'absorption. Le fait d'associer du sel avec des glucides, ben, ça s'absorbe plus vite, etc., etc. Les graisses, par exemple, ralentissent l'absorption du sucre, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est la première cible majeure, qui est la cible classique sur laquelle on agit en diététique. On diminue la quantité de sucre raffiné et on rajoute des fibres pour ralentir l'absorption. Vous voyez? Sinon, les autres cibles, la synthèse et le stockage du glucide, des glucides en général, surtout du glucose. Et là, c'est les équilibres hormonaux qu'il y a entre le cortisol, le glucagon, la néoglucogénèse, etc. Ensuite, on a également l'autre cible qui est la demande sur la demande du glucose et donc de l'insuline par les cellules quand on bouge, quand on est en activité physique. Quand on est, par exemple, dans un endroit froid, on doit produire plus d'énergie, on a besoin de plus de glucose, hein, de brûler plus de glucose. Activités cognitives, émotionnelles, sexuelles, etc. Toutes ces activités-là concourent à augmenter la demande sur le glucose par la cellule et donc la demande sur l'insuline. L'autre cible, c'est la capacité des cellules à suivre cette demande. Donc, si, c'est ce que je vous ai expliqué juste avant. Si on a quelqu'un qui est résistant à l'insuline mais qui n'est pas encore diabétique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le pancréas arrive toujours, pour l'instant, à compenser la demande sur l'insuline. Il arrive à produire suffisamment d'insuline pour compenser la résistance. Lorsqu'il arrivera à un moment où il ne pourra plus suivre la demande, là, on le voit dans la glycémie, ça augmente. Donc, la capacité du pancréas à suivre cette demande. Donc, on estime quelqu'un qui est diagnostiqué diabétique ou prédiabétique maintenant, que ça fait au moins 15 ans qu'il était résistant à l'insuline. Donc, sinon, le métabolisme oxydatif du glucose, glycolyse et mitochondrie, peut avoir une résistance à l'insuline par destruction des mitochondries, par exemple. Et la signalisation du récepteur. C'est à ça qu'on pense. Souvent, quand on dit résistance à l'insuline, on pense à le récepteur ne fonctionne pas bien, il est plus résistant, etc. Ça, c'est une des cibles. Donc, il y a le récepteur lui-même, sa quantité, son fonctionnement. Il peut y avoir des mutations sur le gène qui code pour le récepteur, etc. Le facteur de tolérance au glucose, la MPK, les transporteurs, tout ça, c'est la signalisation post-récepteur, lorsque l'insuline se met sur le récepteur et que
il y a un signal de phosphorylation qui se transmet, etc. Donc, ce sont les différentes cibles extrêmement résumées sur lesquelles on agit en micronutrition. Là, petit rappel sur l'alimentation et donc pour compléter ce qu'a déjà très bien expliqué Dr Tazi, ici je vous ai mis les, bon, ça apparaît pas bien, mais c'est les aliments bénéfiques écrit ici, hein, aliments. Pour ceux qui sont sur Zoom, vous le voyez très bien. Donc aliments bénéfiques, c'est-à-dire des aliments qui sont intéressants pour un diabétique. Ça ne veut pas dire qu'un diabétique ne doit manger que ça, mais ces aliments devraient apparaître le plus souvent dans son alimentation. OK? Donc, vous avez tout ce qui est riche en fibres en général. Vous avez tout ce qui est légumineuses et céréales aussi qui sont riches en fibres. En général, les fibres des céréales sont des fibres solubles qui ont directement un impact, qui s'absorbent, qui ont directement un impact sur la glycémie. Ça stabilise la glycémie, le cholestérol, les triglycérides. Sinon, vous avez aussi tout ce qui est graines, tout ce qui est protéines maigres. Ce sont en fait classiquement les recommandations des différentes sociétés savantes, hein, Société européenne de cardiologie, Société européenne d'athérosclérose, etc. Donc, c'est euh, c'est des recommandations classiques. Et sinon, là, je vous ai résumé les aliments dont l'apport doit être maîtrisé ou restreint, voire proscrit. Donc, ce qui est en rouge, là, encadré en rouge, ben, c'est en général ce qu'il faut éviter. Éviter ne veut pas dire 0 à 100% pendant toute l'année. Ce qui est important dans l'alimentation, c'est la régularité, la répétition. Donc, une fois comme ça, occasionnellement, ça change pas grand-chose. Mais normalement, toutes ces choses-là, il faut les éviter. Les sodas, les boissons sucrées, comme vous le voyez, les sirops, les trucs, les sirops de fructose, tout ça, les céréales trop raffinées, les céréales du petit déjeuner, là, c'est des trucs abominables, ça, il faut pas manger du tout. Les fast-food, les margarines, l'alcool, bon, en parlons pas, etc. Donc ça, c'est un petit récap. Et on pourra en discuter après dans les questions si vous avez des questions. La supplémentation, euh, donc il y a ici, alors j'ai segmenté ça pour que ça soit très clair et simple en quelques slides. Donc les basiques, veut dire ce qui va cibler le maximum de cibles qu'on avait présentées au début. Si vous voulez, on peut rentrer dans les détails après. Donc vous avez la berbérine et la silimarine. Ça agit sur la cible AMPK, par exemple. Ça force le passage du glucose dans la cellule. Sinon, le chrome, la signalisation post-récepteur, le zinc, cofacteur de l'insuline, le magnésium, cofacteur de la glycolyse, le coenzyme Q10, cofacteur mitochondrial. Donc, vous voyez, on touche plusieurs cibles pour réparer, créer une sorte de réparation métabolique, de réadaptation métabolique pour qu'il y ait une meilleure sensibilité à l'insuline. On touche vraiment à plusieurs cibles. Ça, c'est les basiques. En cas de risque cardiovasculaire élevé, on a des choses à associer. Coenzyme Q10, on en a parlé, c'est juste que ici, le dosage doit être plus élevé. Habituellement, par exemple, en cas de prise de statine, on est à hauteur de 50 mg pour chaque 10 mg de statine, 50 mg de coenzyme Q10 versus 10 mg de statine, plus ou moins. Plus 100 mg au minimum pour chaque facteur de risque cardiovasculaire. Donc la dose moyenne, je vous ai mis juste avant, c'est 200 mg, mais on peut monter à 300, 400, etc. Alors attention, il peut y avoir des interactions avec les anticoagulants, ça peut réduire l'effet de la warfarine ou certains anticoagulants. Euh, donc un polyphénol, là c'est pour l'inflammation et le stress oxydatif, c'est les gens qui ont un risque cardiovasculaire élevé, ben, ils développent de la plaque d'athérome, de l'athérosclérose, et pour cela, il faut un anti-inflammatoire. Vous avez ici des polyphénols divers et variés, le plus connu étant le resveratrol, justement le polyphénol du raisin rouge et du vin. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut consommer du vin. On a mis tout à l'heure proscrit. Sinon, en cas de compulsion sucrée, parce qu'il y en a beaucoup dans le cas du diabète, diabète type 2 ou même d'ailleurs diabète type 1, on a des compulsions sucrées, des envies de sucre. Ce qu'il faut savoir que les compulsions sucrées peuvent être dues à plusieurs choses. Chez le diabétique, ben, il y a certainement une composante de résistance à l'insuline.
Ça peut créer des compulsions sucrées. Et sinon, vous avez aussi une baisse de la sérotonine également, cérébrale. Donc, ça peut être ça aussi. Ça peut être une candidose. Une candidose crée directement des compulsions sucrées, des dysbioses, candidose intestinale. On parle ici de dysbiose intestinale. Donc là, vous avez deux plantes qui doivent être prises sous forme d'extrait. Extrait de plante. C'est pour ça que je vous ai mis ici titré en. Titré en. C'est le principe actif de la plante. Gymnema sylvestre titré donc en acide gymnémique. En général, c'est autour de 25% le titrage. Et Garcinia cambogia titré à hauteur de 50% en général en acide hydroxycitrique. Une des deux, ou les deux, peu importe. Sinon, on a les carences. Dernière chose, donc là, on a les carences. Là, on traite en fonction des carences. Vitamine D, tout le monde est carencé en vitamine D. Donc ça va de soi. On devrait combiner avec K2 et magnésium, vitamine K2, parce que la vitamine K2 diminue le risque cardiovasculaire et c'est un transporteur du calcium et ça permet une meilleure fixation du calcium dans le tissu osseux. Vitamine D seule ne suffit pas. Vitamine K2 avec. Et le magnésium permet d'obtenir la forme bioactive de la vitamine D. La 1,25 d'hydroxyvitamine D, la calcitriol. Le magnésium est nécessaire pour cette conversion vitamine D bioactive à calcitriol. Sinon, il y a aussi, pas toujours, mais souvent des carences en vitamine du groupe B chez le diabétique, notamment ceux qui prennent de la metformine, carence en B9, carence en B12, etc. Des carences en fer aussi. Alors, les vitamines B et le fer, c'est des cofacteurs des mitochondries. Donc ça touche à la cible qu'on avait vue tout à l'heure, l'oxydation du glucose. Donc on fait un bilan sanguin de ça. Vitamine D, on n'a pas besoin de bilan. On supplémente directement. Tout le monde est carencé. On aura peut-être besoin du bilan pour suivre après la cinétique de la vitamine D, comment ça évolue et adapter le dosage, c'est tout. Mais pas besoin du bilan pour diagnostiquer une carence en vitamine D. Sinon, les vitamines B et bien sûr la ferritine, il faut un bilan pour pouvoir décider si on supplémente ou pas. Et dernière chose, donc le style de vie résumé en une slide et j'ai terminé. Le style de vie, donc, ça va de soi, n'est-ce pas? Arrêter le tabac, l'alcool, les addictions, très important. En fait, il y a un lien très important entre les addictions et la résistance à l'insuline et l'envie de manger du sucre. Tout type d'addiction, les addictions aux drogues, les addictions aux jeux, les addictions aux jeux, quelles que soient les addictions sexuelles, les addictions à tout. Tout type d'addiction est associé avec l'envie de manger du sucre, et y compris d'ailleurs l'addiction au sucre. On ne parle pas d'addiction au sucre réellement, parce que ce n'est pas une vraie addiction. En tout cas, il y a une association dans les études d'observation entre les addictions et l'envie de manger du sucre et donc de la résistance à l'insuline. Le jeûne intermittent, il faut bien l'adapter. Jeûne intermittent, c'est pas juste comme ça une mode. On parle sur TikTok ou sur Instagram. Jeûne intermittent, en tout cas pour nous, en micronutrition, c'est un moyen thérapeutique comme un médicament. Il a des effets dose-réponse, des précautions d'usage, des contre-indications, des effets secondaires. Donc il y a des contre-indications au jeûne intermittent. Si vous voulez, on peut discuter après. Je vous ai mis quelques slides après pour montrer certaines choses. Il n'est pas obligatoire le jeûne intermittent, surtout pour le diabétique type 2, pour ceux qui n'ont pas souvent des hypoglycémies et qui tolèrent plus ou moins la restriction calorique. D'ailleurs, vous en avez parlé tout à l'heure, le fait de diminuer les calories chez le diabétique. Ça peut être intéressant. Il y a plusieurs manières de faire le jeûne intermittent. L'activité physique, surtout de type aérobie, donc marche, randonnée, etc. Pas d'activité physique de force ou de résistance, etc. Ça augmente la fermentation lactique et ça ralentit l'usage des mitochondries. Améliorer la qualité du sommeil aussi. Euh, Pareil, il y a des associations directes entre mauvaise qualité du sommeil et résistance à l'insuline.
Donc là, vous avez l'hygiène du sommeil classique, plus il y a une technique là, de thérapie cognitivo-comportementale qui est la restriction, la thérapie de restriction du sommeil. Et sinon, des techniques de gestion de stress si nécessaire, parce que le cortisol élevé augmente aussi la résistance à l'insuline. Voilà, merci pour votre attention. Et donc, je passe la parole à... on prend les questions, OK. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On regarde ici sur en ligne d'abord ou ici? Ouais. Ah, juste. OK. Euh, alors, regardons les questions en ligne. Probablement qu'on en a quelques-unes. Ouais, pas de souci. Là, je vais juste répéter la question pour que ça passe sur Zoom. Euh, le homard. Je le dis de cette façon juste pour... vous savez, aujourd'hui, on a une tendance énorme à aller demander l'OMA, l'indice de OMA, l'indice de Quickie. Je vais juste, l'indice de OMA, l'indice de Quickie, c'est la même chose. L'indice de Quickie, c'est une inversion logarithmique de l'indice de OMA. C'est juste la division, on change la position de la division. L'indice, quand on a de la résistance à l'insuline, le meilleur médicament au monde, c'est l'hygiène de vie. Maintenant, pourquoi aller demander cet indice de HOMA? Le meilleur moyen, la meilleure technique, le meilleur reflet de la résistance à l'insuline, c'est un bon examen clinique. Il y a deux paramètres. Le premier, c'est l'index de masse corporelle. Toute personne qui a un IMC à 25 et plus est résistante à l'insuline. Deuxième message, c'est le tour de taille. Toute personne qui dépasse un tour de taille, pour la femme, c'est différent que pour l'homme, elle est résistante à l'insuline. Donc, cliniquement, on a deux grands paramètres reconnus depuis des années et des années qui déterminent est-ce qu'il y a de la résistance à l'insuline ou pas. Donc, la résistance à l'insuline, c'est la mesure du tour de taille, c'est l'index de masse corporelle. Le meilleur médicament au monde, c'est une bonne hygiène de vie. C'est supprimer les sucres rapides et faire une bonne hygiène de vie, une alimentation équilibrée pour essayer de perdre le poids, essayer de perdre en matière de tour de taille et essayer de perdre en matière d'indice de masse corporelle. Il faut voir le tour de taille. On peut... Peut-être, mais il y a le tour de taille. C'est un effet pour réveiller le patient. Attention, vous allez, oui, c'est un moyen. Exact, c'est un moyen. Juste, oui, en fait, ce qu'a dit Dr Taz est tout à fait exact. Vous avez cliniquement tout ce qu'on appelle les facteurs de risque du diabète, les facteurs de risque cardiovasculaire. C'est normal que quelqu'un qui est obèse ou en surpoids ait une résistance à l'insuline. D'ailleurs, même ceux qui sont minces peuvent avoir aussi une résistance à l'insuline. Mais par contre, pour cette problématique de index OMA-Quickie, ce sont deux indices calculés qui ont été standardisés pour le suivi des patients diabétiques et prédiabétiques. Euh, donc, comme on l'a dit, quand quelqu'un est résistant à l'insuline et qu'il n'est pas diabétique, c'est-à-dire sa glycémie est normale et tout ça,
Pourquoi aller mesurer l'index OMA ou Quickie, qui dans leur méthode de calcul, équation de calcul, il y a dedans la glycémie et l'insulinémie. Il y a la glycémie dedans. La glycémie, elle est normale. Si vous l'intégrez dans le calcul, ça fausse le résultat. Donc, vous ne pouvez pas détecter une résistance à l'insuline biologiquement avec un index OMA ou Quickie. Vous allez rater forcément une bonne partie des résistances à l'insuline. Par contre, l'insulinémie à jeun, il y a des limites aussi à l'insulinémie à jeun parce que la, la demi-vie de l'insuline est courte, très courte. Ou encore mieux le C-peptide à jeun, qui est en fait un métabolite de l'insuline. Ça, c'est, selon moi, le seul et unique marqueur biologique pour estimer la résistance à l'insuline biologiquement, sans parler des facteurs de risque et la clinique, pour estimer la résistance à l'insuline en dehors d'un diabète, insulinémie à jeun et ses peptides. Donc, Si je peux rajouter un truc sur la résistance à l'insuline, la technique pour mesurer la résistance à l'insuline, c'est ce qu'on appelle les clans. C'est les clans hyperinsuliniques euglycémiques. La technique, elle est hyper difficile à réaliser. Ça se réalise en hospitalier où on va injecter de l'insuline d'un côté, du glucose de l'autre côté pour maintenir l'euglycémie. On va voir le patient combien il a consommé d'insuline pour maintenir cette euglycémie. C'est ce qu'on appelle l'éclan euglycémique hyperinsulinique. C'est la vraie méthode pour calculer la résistance à l'insuline. C'est comme ça qu'on la calcule. Donc, certainement. Alors, oui, oui, mais juste, oui, votre raisonnement est logique pour faire peur aux patients, pour qu'ils se réveillent. Vous ne faites pas lui faire peur, c'est juste pour le secouer. Voilà, vous avez, mais il ne faut surtout pas faire ça cinétique. Parce que nous, on voit des patients qui viennent nous voir affolés chaque mois, chaque 2 mois. Mon OMA, il a augmenté, mon OMA. Bon, si vous le faites pour sensibiliser le patient, tant bien. Mais le meilleur moyen de calculer la résistance à l'insuline, c'est un examen. C'est un tour de taille et un IMC. C'est mon avis personnel. et là, on parle de patients diabétiques, non diabétiques, obèses, OK, et résistants à l'insuline. Oui, parce que, exactement, il y a un effet de mode là-dessus. Logiquement, il devrait être normal. C'est c'est possible, mais c'est beaucoup moins fréquent. Beaucoup moins fréquent. Parce que, oui, si vous avez un HOMA qui est élevé, ça veut dire, c'est quoi le HOMA, il est là pour définir. Oui, le HOMA, bien sûr. Oui, parce que il est là. C'est quoi la résistance à l'insuline? C'est la graisse abdominale. C'est le reflet c'est l'obésité abdominale. Et vous savez, cette histoire de résistance à l'insuline, ça a été développé il y a des années. Quand on a voulu lancer les fameuses thérapeutiques à base d'agonistes cannabinoïdes, le fameux Rimonabant qui a été retiré du marché. Donc, et c'est là que
on a commencé les premières études sur la résistance à l'insuline. Oui, mais c'est rare. En général, mais je sais pas, dans l'immense majorité des cas, si vous avez un tour de taille normal, bien calculé, et si vous avez bien sûr un IMC normal, pourquoi vous allez avoir de la résistance à l'insuline? Ça veut dire que vous n'avez pas de la graisse abdominale. Euh, En fait, une petite précision d'ordre terminologique. Merci. Une petite précision d'ordre terminologique. Ce que je disais tout à l'heure sur la résistance à l'insuline, je parlais du trouble métabolique, du déséquilibre métabolique. Là, ce que vous entendez, à ce que je comprends, c'est ce que vous avez décrit sous l'appellation d'insulinorésistance, qui est aussi plus ou moins la même chose. C'est que là, est-ce que c'est de l'insulinorésistance et donc quelles sont quelles sont les conséquences de ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on traite ou pas? C'est bien ça, la question. Voilà. Donc là, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas la résistance à l'insuline qui, lorsqu'elle est avérée, on traite directement. C'est pas la même chose. C'est-à-dire, en fait, il y a une gradation dans le niveau de sensibilité, on va dire ça différemment, du récepteur, de récepteur à l'insuline. Et à partir d'un certain moment, on décide qu'on traite là. Par exemple, là, on a graisse abdominale élevée, obésité, etc., d'autres facteurs qui font que on sait qu'il y a une insulinorésistance. Donc, même s'il n'y a pas des perturbations de glycémie, mais on traite. Pourquoi on traite? Parce qu'on n'est pas très loin. Voilà. Le niveau de sensibilité à l'insuline est tellement bas, donc on a une résistance à l'insuline qui est tellement élevée que on on n'est pas encore arrivé à avoir un dérèglement visible au niveau de la glycémie, mais on n'est pas très loin. Donc là, on traite. Vous voyez? Par contre, moi, ce que je disais tout à l'heure, l'hygiène de vie, la micronutrition, l'alimentation, l'optimisation métabolique, ça, c'est bien avant. C'est pour ça que je vous disais, quelqu'un qui a un diabète, quand on diagnostique un diabète maintenant, ça fait plus de 15 ans qu'il est résistant à l'insuline, pas dans le sens que vous entendez, c'est-à-dire on traite, mais dans le sens du déséquilibre métabolique. C'est ça. Plus ou moins, oui. En tout cas, c'est l'évolution naturelle d'un diabète type 2. Si le diabétique type 2 n'équilibre pas bien sa glycémie, et s'il vit suffisamment longtemps, ça va nécessairement évoluer vers un diabète type 2 insulinodépendant, parce qu'il va y avoir un épuisement des cellules bêta. Voilà. Oui. Et après, on prend les questions qui sont. Je vais prendre comme ça. Allez, les compléments alimentaires à base de. Ah oui. Alors, euh, donc je répète la question. Vous avez dit que j'ai dit que la vitamine D s'absorbe mieux avec l'association vitamine K2. Et qu'est-ce que j'en pense des compléments qui est associés vitamine D et calcium. Donc, pour la première chose, la vitamine D s'absorbe seule très bien, sans K2. Là, la K2, on l'ajoute pour une meilleure calcification osseuse. C'est pas en rapport avec l'absorption intestinale. La vitamine D, c'est une vitamine liposoluble, ça doit être pris au cours d'un repas et c'est tout. On peut très bien prendre des doses même très élevées qui s'absorbent très bien. Maintenant, les compléments à base de calcium, vitamine D, ils ont une seule indication qui est l'ostéoporose. C'est tout. Et la quantité de calcium, le dosage de calcium, il est déterminé en fonction de l'apport alimentaire en calcium. On a besoin autour de 1 gramme de calcium par jour. Soit ces 1 gramme viennent entièrement de l'alimentation, soit il y a une partie qui vient de l'alimentation, l'autre partie, on la rajoute en plus dans le supplément. Donc, ces compléments à base de vitamine D, calcium ne devraient pas être pris par quelqu'un qui n'a pas de déminéralisation osseuse, ostéoporose, ostéomalacie.
Là aussi, un très grand débat. On va sortir du sujet si on aborde ça, mais on va dire que pour un diabétique qui est juste diabétique, la limite inférieure devrait être estimée autour de 45 nanogrammes par millilitre. Limite inférieure. 50, 55, 60. Objectif. Nanogrammes par millilitre. Et toujours, puisqu'on parle de vitamine D, je vais me permettre de prendre une question qui est ici. Est-ce que la vitamine D et K2 peuvent être données même aux patients sous anticoagulants? Sans problème. Et justement, j'ai anticipé cette question puisque je vous ai préparé quelques études cliniques qui parlent du sujet ici, si j'arrive à les avoir. Sont des études. Vitamine D, c'est ici. Donc, la vitamine K2 n'est pas la vitamine K1. La vitamine K2 provient de la vitamine K1. On convertit la vitamine K1 en K2. C'est produit par le microbiote et on trouve ça dans certains aliments fermentés. Voilà, tout ce qui est produits laitiers fermentés, tout ça, légumes fermentés, etc. Et ça n'a strictement aucun effet sur la coagulation. Strictement aucun effet sur la coagulation. Non, oui, c'est ici. Vitamine, voilà. Donc là, pour le dosage, vitamine K2, pour chaque, pour chaque, pour chaque 1000 unités, on a à peu près 25 à 50 microgrammes de vitamine K2 pour chaque 1000 unités de vitamine D. Vitamine D, là, je vous ai mis 3 études cliniques sur ça. Donc, vous avez ici cette étude clinique. Donc, chez les enfants, adultes et adultes avec prise d'anticoagulants. Donc, pas d'effet sur la coagulation. La vitamine K1, bien entendu, ça a un effet majeur sur la coagulation. La vitamine K2 n'a strictement aucun effet sur la coagulation. Sinon, alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ici. Oui, vous pouvez poser directement. Oui, la même chose. En plus de la JR. C'est une supplémentation en plus de la JR. La JR, en fait, la JR, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire les normes. Ah oui, je répète juste, désolé, je répète la question ici pour ceux qui sont sur Zoom. Donc, vous avez parlé de la supplémentation en magnésium et est-ce que la supplémentation que j'ai proposée tout à l'heure, 350 à 450 mg de magnésium, est-ce que c'est du magnésium élément en plus, hein? Est-ce que c'est en plus des AJR ou est-ce que ça inclut les AJR? Donc, ça n'inclut pas les AJR pour une raison simple, c'est que les AJR, c'est les normes, c'est-à-dire ce qu'on devrait avoir. Sauf que on n'obtient pas dans l'écrasante majorité des cas ce qu'on devrait avoir, parce que l'alimentation est très raffinée, etc. Donc, on va obtenir en moyenne dans l'alimentation autour de 80, 100, 120 mg de magnésium élément régulièrement par jour. Donc, le fait d'ajouter l'AJR, l'apport AJR directement en supplément, c'est très bien. C'est même parfait parce que chez un diabétique, on a toujours aussi des équilibres mitochondriaux qui produisent une lactatémie plus élevée. Parce que vous savez, quand la glycolyse, donc dégradation du glucose pyruvate, si les mitochondries ne fonctionnent pas correctement ou suffisamment, vous avez ce pyruvate qui devient lactate et ça vous donne la lactatémie. Et puis, vous avez par exemple certains antidiabétiques qui augmentent aussi la lactatémie. La metformine augmente la lactatémie parce que ça inhibe
il y a une cible dans la mitochondrie que ça inhibe. Donc, le magnésium a un rôle majeur chez un diabétique. C'est pour ça qu'on donne les AJR complètes. Oui. Oui, alors c'est un peu différent le jeûne intermittent. Il y a différentes manières de faire le jeûne intermittent. Je vais pas. En fait, je continue parce que j'ai oublié, j'ai sorti la slide ici. Euh, Ce qu'il faut pas prendre, c'est ça. Le type de magnésium qu'il faut éviter, ce sont ceux-là. Quand vous lisez sur la composition du produit et que vous trouvez oxyde, chlorure, sulfate, hydroxyde, carbonate, tout ça, il faut éviter. Alors, il y a l'oxyde de magnésium qui a un autre nom, ça s'appelle le magnésium marin. C'est de l'oxyde de magnésium aussi. Tout ça, il faut éviter. Vous avez par là les sources qui sont intéressantes de magnésium. Alors, sinon, pour le jeûne intermittent, pareil, j'ai anticipé la question et je vous ai préparé quelques petites slides pour ça, parce que effectivement, c'est pas ici, normalement, oui, c'est vers le début. Voilà, ici, là, voilà, c'est ici. Alors, ce que vous avez mentionné, il y a une question, donc, pour ceux qui sont sur Zoom, sur le jeûne intermittent. Ce que vous avez mentionné sur le jeûne intermittent de 16 heures, ça, c'est un type de jeûne intermittent. C'est un des types de jeûne intermittent qu'on peut utiliser. Donc, vous avez en fait ce qu'on appelle alternate day fasting, qui est en fait jeûner un jour sur deux. Jeûner ne veut pas dire jeûner toute la journée, c'est-à-dire ne rien manger pendant 48 heures. C'est pas ça. C'est que le jeûne lui-même, tel qu'il est appliqué, on va l'appliquer sur un jour et l'autre jour, on va manger normalement et ainsi de suite. Donc ça, c'est une méthode. Et la méthode que vous avez évoquée, c'est celle-ci, Time Restricted Eating, où là, on va pas manger pendant une certaine période de la journée. Donc 16 heures, par exemple. Là, c'est pour, entre autres, la perte de poids, pour diabète aussi, ça peut convenir. Mais pour diabète, déjà, ça dépend du profil du patient. Si c'est le profil de patient qui mange des sucres, des farines, tout ça, tout le temps, qui se réveille la nuit pour manger des sucres et des trucs, ça sert à rien de lui faire 16 heures. Vous allez juste augmenter son intolérance au jeûne et ça va créer encore plus de compulsions. Donc, il faut qu'il reste sur les 12 heures de jeûne. Vous allez me dire, c'est bizarre, 12 heures, c'est 12 heures, on dort, ça n'a pas de sens. Mais oui, pour ces gens-là qui mangent tout le temps et qui ne dorment pas bien, ça, c'est du jeûne pour eux. C'est de la restriction calorique. Donc, un jeûne de 12 heures, c'est-à-dire arrêter de manger admettons à 19 heures et reprendre à 7 heures. Ça s'appelle un jeûne pour ces gens-là. Par contre, quelqu'un qui n'a pas ce problème-là, on peut lui faire 14 heures, 16 heures de jeûne, à peu près, période de sommeil incluse. Et on peut combiner, par exemple, les deux modèles de jeûne. On peut faire, par exemple, le modèle de jeûne 14 heures. Aujourd'hui et demain, on mange normalement. Et après-demain, on mange jeûne et ainsi de suite. OK? Et sinon, vous avez aussi Continuous Energy Restriction, qui est une méthode de restriction calorique, un peu comme ce que vous avez expliqué, Dr Tazi, le fait de diminuer le nombre de calories sur les repas. Donc, les repas ne bougent pas, restent les mêmes, c'est juste qu'on mange moins. Oui, mais ça, écoutez, ça, c'est des trucs. Vous parlez là de boire de l'eau tout le temps. Vous parlez pendant 24 heures, ça s'appelle le ramadan, ça. Sans eau. Le ramadan est sans eau et le ramadan avec eau. C'est le one meal day, c'est pas adapté pour le diabétique. C'est pas du tout adapté. Oui, alors ici on fait de la médecine et de la nutrition. Après, on peut parler d'autre chose ailleurs. Je suis ni prêtre, ni imam, ni rabbin. Par contre, regardez, très important là pour le jeûne, ça va vous intéresser, les signes d'intolérance au jeûne. Comment on décide que quelqu'un peut faire 12 heures de jeûne ou 16 heures ou 14 heures ou 24 heures, comme vous dites, c'est les signes d'intolérance.
C'est une partie de ces signes sont des signes d'hypoglycémie en réalité. Donc, dépression avec irritabilité, voire nervosité, des troubles du sommeil la nuit, et somnolence la journée, appétence au sucre et aux farineux. C'est-à-dire, vous faites le jeûne intermittent pour que la personne ne mange pas beaucoup de sucre, et maintenant, elle va manger encore plus. Du moment qu'elle va avoir le temps pour manger, c'est la période où elle ne jeûne pas, là, elle va compenser 3 fois plus. Ça, c'est dans l'hypothèse où elle peut tenir le jeûne, ce qui arrive par exemple dans le ramadan, n'est-ce pas? Les sucreries, tout ça, la nuit. Baisse des performances au travail, fatigue extrême, diffuse, etc. Et puis, il y a d'autres signes aussi associés. Et les contre-indications du jeûne. Il y a des contre-indications qui sont temporaires ici parce que ça peut changer, et il y a des contre-indications absolues. Insuffisance rénale, hépatique, cardiaque, tout ça, on parle pas de, on oublie le jeûne. Type 1, diabète type 1, pareil, il n'y a pas de jeûne, on parle pas de jeûne du tout. Maladie cardiaque, les arythmies, là. Personne âgée, il n'y a pas de jeûne. Risque important de dénutrition. Non. Déshydratation, oui. État de déshydratation, je l'ai mis ici. Là, vous parlez du jeûne sec, moi je vous parle du jeûne hydrique, c'est-à-dire pas le jeûne du ramadan. Le cancer, risque de cachexie majeure. On ne parle pas des 1 ou 2 ou 3 jours avant la chimio, ça, c'est pas ça. On parle du jeûne, grossesse, allaitement, dénutrition, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, pour, oui, alors Joker, je vais pas répondre à cette question parce que sinon, on va partir pour 30 minutes là. C'est un sujet complexe. Il y a tout un protocole pour ça. Hmm. Donc, la question, c'était sur le diabète insipide. Alors, oui. Donc, la question, c'est sur les vitamines du groupe B. Est-ce qu'on fait un dosage ou est-ce que on fait pas de dosage, par exemple, quand le patient prend la metformine? C'est bien ça. Oui, c'est une question qui est importante. On en voit maintenant beaucoup demander la vitamine B12. Oui, la metformine, quand elle est prise au long cours, elle peut entraîner un problème d'absorption, de malabsorption de la vitamine B12. Ça ne veut pas dire qu'on va la demander systématiquement. On va la demander en cas de signe d'appel. Quels sont les signes d'appel? Le premier, c'est quelqu'un qui a une anémie macrocytaire. Là, vous allez dire, attention, il y a quelque chose. Un deuxième point, aussi avec la metformine, c'est que vous avez quelqu'un qui est parfaitement bien équilibré, qui a un excellent équilibre glycémique et qui vous présente des douleurs neuropathiques, type neuropathie diabétique. Vous dites, mais c'est pas possible. Il est parfaitement bien équilibré. Comment il a développé cette neuropathie diabétique? C'est impossible. Hein. Oui, c'est peut-être dû à cette hypovitaminose B12. Là, vous avez là, bien sûr, la dose. Concernant la supplémentation, c'est des petites doses. C'est des petites doses. Donc, je me laisse après de la supplémentation. C'est des petites doses et courte durée, pas en long cours. Et on n'arrête pas la metformine, on la maintient. Merci. Alors, la question, c'était sur la B12 ou la vitamine B? Donc, la B12, exactement. Donc, les signes cliniques, il y a aussi des troubles de mémoire qui peuvent apparaître, la fatigue, tout ça, l'anémie mégaloblastique, etc. Et, et, euh, et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le foie a un taux de B12 qui est très élevé. C'est-à-dire qu'il y a un stock très important de B12 dans le foie. Et donc, pour avoir une carence en B12, c'est-à-dire pour voir sur la biologie qu'il y a une carence, il faut au moins 1 an ou plus
de manque d'apport en B12. Et donc, ce que fait la metformine, c'est que bon, on va dire, un peu agressif pour la muqueuse gastrique. Et ça fait qu'il y a, c'est ça? Oui. Ce qui fait qu'il y a une protéine, là, une petite protéine qu'on appelle le facteur intrinsèque, qui est produit par l'estomac, qui fait que c'est moins produit. Ce facteur intrinsèque, c'est un transporteur de la B12. Ça se lie à la B12 et ça va dans l'intestin pour que ça s'absorbe. Donc, quand il y a moins de facteurs intrinsèques, et d'ailleurs, c'est pas que la metformine qui fait ça, il y a voilà, plein d'autres choses qui provoquent cette baisse de facteurs intrinsèques. Donc, il y a moins d'absorption de la B12. Ça provoque la malabsorption de la B12. Donc, quelqu'un, oui, qui prend de la metformine depuis longtemps, depuis plusieurs années, oui, là, on peut être sûr qu'il a plus ou moins de déficit en B12, même si peut-être il n'a pas encore le déficit suffisant pour qu'il y ait l'anémie, pour qu'il y ait voilà, toutes les autres problématiques. Et dans ce cas, on le met, tout dépend maintenant de sa capacité réelle à absorber la B12. C'est pour ça que le dosage de la B12 est intéressant. Ça permet aussi, comme pour la vitamine D, de suivre la cinétique. Voilà. Qu'est-ce qu'on lui donne? Est-ce qu'on lui donne 5 microgrammes ou est-ce qu'on lui donne 100 microgrammes ou 5 milligrammes même? Dans le cas de maladie de Bermer, vous avez un diabétique qui a la maladie de Bermer. Vous ne pouvez pas donner moins que 4 ou 5 milligrammes de B12. Par contre, dans des situations où on voit que le taux de B12 monte, ben, ça peut monter avec des petites doses qui correspondent à 2, 3 fois les AJR à peu près. Oui, ben, on considère comme alors, on considère que c'est entre 200 et 800 à peu près. On considère que à partir de 500, 550, c'est en dessous, on supplémente parce qu'on a une marge, surtout chez les patients qui prennent la metformine. On sait que même si maintenant il n'est pas réellement en carence, il va la développer auprès. Ça, on peut lui donner des petites doses de glucose pour augmenter son taux. Docteur Cabez, pour les diabétiques chroniques. OK. Diabète type 2. OK. Alors, il y a, donc vous dites sur le plan pratique diabétique chronique traité par metformine avec un déficit en B12, la durée et la période à partir de laquelle on contrôle. Le minimum, c'est 3 mois pour la période. Cette question-là, je peux répondre sur la question combien de temps pour pouvoir refaire un contrôle. Le minimum, c'est 3 mois, voire 6 mois si on ne veut pas à chaque fois refaire les dosages. Le risque ici, c'est qu'on donne une dose faible qui ne fait pas monter le taux de B12, mais qu'on verra qu'après 6 mois. Donc c'est pour ça qu'on dit 3 mois. Voilà. Mais pour dire combien de temps ça va se corriger, ça, personne ne peut le dire. C'est très variable. Ça dépend plein d'autres facteurs. Donc ça peut être en 3 mois, en 6 mois, en un an, en 3 ans. On ne sait pas. Il faut suivre la cinétique avec oui, le dosage. Oui. Donc, vous dites pour le jeûne intermittent, de 16 heures ou peu importe le jeûne intermittent tout court, est-ce qu'il a droit à boire de l'eau ou des liquides, n'est-ce pas, des tisanes, tout ça? Bon, déjà, il n'y a pas de droit ou pas. Le patient, il fait ce qu'il veut. Voilà, il peut jeûner, il peut ne pas jeûner, il peut prendre du café ou pas, il fait ce qu'il veut. Donc, deuxième chose, de préférence, que ce soit un jeûne à l'eau, un jeûne à l'eau, strictement à l'eau. OK. Maintenant, il y a ça c'est la théorie, mais la pratique. Vous avez un patient qui doit prendre son café. C'est comme ça, sinon vous allez créer un problème. Il ne va pas être en forme, il ne va pas être productif au travail, il ne peut pas faire autrement. Il prend son café. Le patient veut prendre une tisane, il prend.
Mais de préférence, l'idéal, c'est que ça soit un jeune à l'eau. Et on peut faire les deux, ça dépend de la configuration. Chacun va être plus à l'aise avec une configuration. Par exemple, plutôt manger le matin et vers midi ou l'après-midi et ensuite arrêter de manger. Ou l'inverse, plutôt manger. Ces choses-là sont déterminées pas que par les préférences du patient, mais par les contraintes imposées au patient. Il travaille, il n'a pas le temps, il ne peut pas s'organiser, etc. Il n'est pas chez lui. Donc, il peut organiser ça. Nous, on explique le principe, on explique les signes d'intolérance, okay, et on vérifie s'il n'y a pas de contre-indications. Et ensuite, on regarde. Et ce n'est pas définitif. Il le fait un jour ou deux, ça ne lui convient pas, il fait plus. C'est tout. Pas un problème. Oui, absolument. Impact majeur. Ça, ben, on parle maintenant de la prise de metformine en tant que molécule anti-âge. Donc, hein? L'AMPK, la cible de l'AMPK, vous avez la berbérine dont on avait parlé tout à l'heure. Ça, euh, mais, mais le, la metformine agit sur l'AMPK. Il y a 8 voies métaboliques sur lesquelles ça agit. La berberine agit aussi sur une douzaine de voies. Il y a quelques voies qui sont similaires. Et d'ailleurs, les effets sont équivalents. C'est à peu près les mêmes. Les effets secondaires aussi, même chose. Ça. De quoi? Ça, je vais... Il n'y a pas l'AMM. Il n'y a pas l'AMM. Il n'y a pas d'AMM, donc on n'utilise pas. Par contre, on peut utiliser la berberine puisque c'est un complément. Je vais prendre quelques questions ici pour équilibrer. Hydrique. Hmm. Non, enfin, de l'eau normale, peu importe. De l'eau de boisson, en fait. Moi, j'ai une question. J'ai une question pour les patients je vais revenir à la vitamine B12 parce que ça a animé le débat ce soir. Les gens qui ne la tolèrent pas, parce que quand même la vitamine B12, là, essayez de la prendre. Essayez de la prendre et regardez sur le plan digestif qu'est-ce que ça fait. C'est terrible, hein. Des fois, c'est insupportable. Y a-t-il un moyen pour la corriger chez les patients? Bien sûr, autre que donner de la vitamine B12 en elle-même. Alors, il y a un débat là-dessus et je pense, combien de temps on a encore? Ah, ok. Donc, on va pas rentrer dans les détails. Euh, En fait, ce qui n'est pas toléré en général dans la vitamine D par voie orale, dans la vitamine B12 par voie orale, c'est un, la forme et deux, les excipients. C'est la forme cyanocobalamin est très peu tolérée, surtout quand c'est à dosage un peu élevé, et les excipients qu'on rajoute. Vous prenez par exemple l'hydroxocobalamine sans excipient. Tolérance parfaite. Il n'y a strictement aucun problème. La méthylcobalamine, qui est une forme bioactive aussi, tolérance parfaite. Très souvent, c'est les excipients, voire la cyanocobalamine, qui est une forme synthétique là, de la B12. Par contre, là, par exemple, comment faire pour augmenter la B12? Ben, il y a l'alimentation, sauf que le problème de l'alimentation, alors, c'est toujours important, l'alimentation, les aliments d'origine animale. Tous les aliments d'origine animale sont riches en vitamine B12. Mais ici, par exemple, au Maroc, quels sont les AGR de la B12? 3 microgrammes. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'alimentation, on est censé obtenir 3 microgrammes. Aller corriger une carence ne serait-ce que minimale avec 3 microgrammes ou avec 10 ou avec 15 ou avec 20 microgrammes. Ça ne bougera strictement pas. Au niveau, vous passez 5 ans à corriger ça, ça ne bougera pas. Il y a des fourchettes de dosage plus élevées qui peuvent donner des effets, là, par exemple, à partir de 50 microgrammes, voire plus. Et si quelqu'un a une maladie de Dermer,
vous n'arriverez jamais à corriger sa carence en B12 en dessous de 4 mg, c'est-à-dire 4000 microgrammes. La dose de référence, c'est 5 mg directement. Et alors, l'histoire de la vitamine B12 injectable. Il y a tout un... il y a plein de choses à dire là-dessus parce que la B12, comme je vous disais, ça se stocke exclusivement. Par voie orale, il y a l'intérêt du premier passage hépatique. Ça passe dans la veine porte et ça arrive dans le foie et ça se stocke là. Alors que par voie injectable, il n'y a pas de premier passage hépatique. Vous avez une fraction de ce que vous avez injecté qui passe dans le foie, qui se stocke, et vous avez la plus grosse fraction qui s'élimine par les reins parce que c'est une vitamine hydrosoluble. Ce qui explique que quand vous redosez la vitamine B12, admettons une semaine plus tard, après l'injection, vous la trouvez encore, le taux a un petit peu augmenté, mais par contre, vous la redosez 2 semaines, 3 semaines plus tard, vous allez voir que le taux baisse très vite. Donc, la prise injectable, c'est très bien, mais la prise par voie orale est mieux. Et ça doit être, dans certains cas où la prise par voie orale n'est pas suffisante, oui, combinée à la forme injectable. C'est pour ça que vous avez toujours beaucoup de patients qui font des lieux au niveau du taux de vitamine B12. On s'arrête au qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des questions ici, je crois? Sur Zoom, on prend une ou deux? C'est bon? Hein. Alors, est-ce qu'on peut traiter la résistance à l'insuline avec glycémie normale par metformine? Donc, on a déjà répondu. Chez un sujet très musclé, on peut avoir un IMC, un tour de taille. Ça, c'est la limite de l'IMC. On parle maintenant de plus en plus d'obésité non viscérale. C'est pour ça que vous avez raison, vous avez parlé du tour de taille. Le tour de taille est un autre indicateur qu'on a rajouté en plus de l'IMC. Les limites de l'IMC, c'est qu'on peut avoir un sujet qui a, mais ça vous le voyez, un sujet qui a une bonne corpulence avec des muscles plus développés, vous voyez, c'est une limite de l'IMC, effectivement. Est-ce qu'on parle, quand est-ce qu'on parle de... Mais ça dépend, ça on a déjà discuté, ça dépend de qu'est-ce qu'on entend par insuline résistance. Si on cherche ça dans la glycémie, bon ben c'est normal que dans certains cas on ne trouve pas de. Okay. Oui. Impédance-métrie. Dans ce cas, on va mesurer le taux de gras et le taux de muscle par impédance-métrie. Et c'est ce qui va nous dire si le taux de gras est bas, ça veut dire que c'est du muscle, donc il n'y a pas de résistance à l'insuline. Donc c'est l'intérêt de faire une impédance-métrie. Quand est-ce qu'on parle de dose maximale efficace avant le surdosage? Je ne sais pas de quoi vous parlez ici parce qu'il y a tout un tas de trucs qu'on avait abordés. Différents types, je vais vous répondre quand même à cette question. Différents types de magnésium à utiliser en dehors du magnésium marin. Donc, j'ai déjà présenté les différents types, bisglycinate, citrate, gluconate, pidolate. Tout ça, c'est des bonnes formes. Jeûne intermittent, combien de kilogrammes on peut perdre? Il n'y a pas de règle et il n'y a pas de réponse à cette question. Est-ce que toute... Place de l'inositol dans l'insuline. Exactement. Alors, donc, place de l'inositol dans la résistance à l'insuline. Vous voulez, oui. Alors, l'inositol, c'est la vitamine B7, en fait. C'est vrai que je ne l'ai pas cité tout à l'heure et je n'ai pas cité tout un tas d'autres choses aussi. Mais l'inositol agit sur la signalisation de récepteurs, la signalisation post-récepteur. Donc l'inositol est intéressant. D'ailleurs, il est utilisé, on peut l'utiliser pour le diabète, on peut l'utiliser pour le syndrome des ovaires polykystiques aussi, ce qui est une composante de résistance à l'insuline dans le SOPK. Juste pour compléter, il y a une deuxième voie, une deuxième voie d'action de l'insuline. Il y a la voie classique qu'on connaît qui passe par les GLUT4, hein, et il y a une deuxième voie secondaire donc, qui passe par le inositol. C'est pour ça que ça a un intérêt dans les statistiques. Donc ça, oui, ça a une bonne action sur la résistance à l'insuline.
Et donc, est-ce que toutes les formes de la berberine se valent? En général, sur le marché, il y a une seule forme qui est la forme native de berberine, qui est de berberine chlorhydrate, qui est une forme qui est bien aussi si elle est tolérée par le patient. Comment gagner en masse musculaire? Bon, ça, c'est une question fleuve. On va pas, je pense pas qu'on pourra répondre maintenant. Très, très complexe comme question. Sauf si je te passe la parole. Esna. Bah, il n'y a plus de questions ici et je pense que dans la salle, il n'y a plus de questions. Non, ça ne veut pas dire qu'il faut jamais faire de musculation chez un diabétique, mais ça ne doit pas être l'activité physique dominante. Chez un diabétique, on a besoin de renforcer les mitochondries. L'activité aérobie est la plus adaptée. Les activités de résistance sont moins adaptées. Les activités de résistance créent plus d'acide lactique, plus de lactate, et ciblent beaucoup moins la voie oxydative du glucose. Ça fonctionne sur la voie anaérobie lactique, sur la voie de la créatine phosphate, la production d'énergie. Donc, ça ne doit pas être une activité majoritaire dans ce que fait le diabétique. Le plus gros doit être sous forme aérobie. Juste pour rajouter sur ce point de l'activité physique chez le diabétique, l'importance de l'endurance, pas de faire des efforts intenses. Pourquoi? Parce que ça active les GLUT4. Les récepteurs à l'insuline, ça les met à la surface cellulaire. Donc, ça permet d'améliorer la résistance à l'insuline quand on fait de l'activité physique d'endurance. Et quand on force trop, non, moins. Oui, exactement. Il y a plus d'une vingtaine de cibles en fait pour l'activité physique et entre autres l'augmentation de, des transporteurs là, de glucose et GLUT4 et l'expression du gène qui code pour le récepteur et d'autres voies aussi. Euh, voilà. Merci de l'attention. Merci. Avant de clôturer le webinaire, alors, groupe Discovery Pharma. Je tiens à remercier nos intervenants pour leur présentation très riche et pour leurs propos qui sont très clairs. Merci encore pour votre générosité dans le partage de votre expertise. Donc voilà, donc ça c'est une étape dans la formation médicale. Discog s'engage bien sûr à vous accompagner, de rester à vos côtés pour la formation médicale. Donc là, on en fera d'autres thématiques. Je tiens aussi à remercier les participants qui sont présents avec nous, ceux qui sont connectés aussi avec nous, donc pour leur, bien sûr, présence et pour l'interactivité et pour les questions pertinentes qu'ils ont posées. Nous vous remercions et je passerai la parole à Madame Tchouati qui voudrait passer juste un message concernant le congrès de la micronutrition. Merci Lisa, merci donc à Dr Application, Dr Kazi pour cette magnifique table ronde et merci aux participants. Et cette dynamique qui enrichit effectivement tout le travail qui est fait avec nos partenaires. Aujourd'hui, on a un congrès qui s'annonce le 24 et le 25 mai de cette année. Hesna, à travers la Dislog et Stériparma et donc toute l'équipe sont nos partenaires et on sera ravis de vous recevoir. Je vais donner la parole à Amine Gasmi pour parler juste une minute du congrès avec une thématique particulière, le focus sur le cœur. Donc cette année, c'est cœur et micronutrition pour vous donner un aperçu. Et on vous attend nombreux, toujours dans ces thématiques très, très pointues. Donc, je donne la parole à Amine pour une minute. Et merci au groupe Discord de nous permettre donc de communiquer sur notre prochain congrès qui aura lieu les 24 et 25 mai prochains au Gardien des Mains ici sur Casablanca, comme on a fait avec les anciennes éditions. Donc, c'est le congrès officiel de la SONA où on a l'occasion et le plaisir de faire intervenir des conférenciers internationaux de très grande qualité, des conférenciers aussi nationaux également de très grande qualité. Vous avez entre autres le docteur Jean-Paul Curté, le
mondial chacun dans son domaine. Et puis, on a aussi d'autres intervenants de très grande qualité. Tous les intervenants, en fait, viennent d'horizons différents. Ils sont ultra spécialisés sur une thématique précise, comme le Chiwachoko, par exemple, sur l'islamique, comme Jenny Christensen, qui va venir sur place, ici, sur le représentant du Canada, qui est spécialiste des métaux lourds. On a aussi Georges Obaye, qui est cardiologue et fonctionnel. On a aussi le docteur Rani, par exemple, qui est très connu ici au Maroc, parler du CBD, etc. Et puis plein d'autres aussi en français. On a le docteur, professeur aussi, Gonzaga, qui est chirurgien cardiologue et président de la Société marocaine de chirurgie cardiaque, également, qui sera parmi nous aussi. Donc c'est un congrès de formation, c'est une formation certifiante qui aura lieu sur, comme je disais, sur 2 jours. On a aussi des débats de ce congrès. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, vous avez le site icns.ma, vous avez les brochures ici. Il y a les brochures, il y a le site aussi, il y a le programme, il y a la manière de s'inscrire, il y a tout. Donc, icns.ma, et vous avez tout dedans, vous avez aussi. Vous avez aussi les numéros de téléphone qui sont aussi sur les brochures. Le numéro de téléphone, notamment le docteur Tissot et Gentil, si vous avez besoin de soit vous inscrire, soit de vous demander des informations. Et à ce que vous êtes les bienvenus. Et donc, il faut juste souligner que c'est un congrès qui est organisé en collaboration avec plusieurs sociétés savantes marocaines et internationales, dont la Société marocaine de cardiologie. Voilà, merci pour votre attention. Bon, merci.